Bonjour. Qu'est-ce qui vous a amené à participer à l'événement Japifactory à Beaucourt? Qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'à nous? Ça fait 3-4 ans que Laurent Métaux me tanne pour que je fasse quelque chose avec lui. D'abord, il m'a parlé du Muséum Hôtel pendant un bout de temps et de sa passion pour les architectures éphémères. Ensuite, il m'a parlé de l'endroit ici, cette usine dont les structures ont été construites par Gustave Eiffel, et il m'a envoyé des photos. Tout ça, ça s'est fait à distance. Et je me suis vite demandé ce que je pourrais bien faire ici, en fait. Les peintures, c'était pas possible, ça coûtait trop cher et il n'y avait pas de budget derrière. Je travaille aussi sur d'autres surfaces qui sont des surfaces fragiles, comme des rideaux de douche, par exemple. Et là, les infrastructures ne me garantissaient pas que les œuvres me reviennent dans le même état que je les avais livrées. Et quand cette année, il m'a encore redemandé le truc avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d'insistance, tout d'un coup m'est revenue l'idée, cette envie que j'ai depuis 10 ans de construire ce projet que j'appelle Manhattan Project, qui est la ville de la reconstruction, en fait. Quand je suis parti m'installer à New York il y a 10 ans, après la mort de mon père, j'avais besoin de me reconstruire à l'intérieur de moi. Et comme ce qu'on fait est toujours ce qu'on est, petit à petit, ces sculptures apparaissant en moi m'ont ramené à des tas de séquences de mon enfance. J'étais fils d'un antiquaire décorateur à Nancy qui avait fait des études d'architecture interrompues par la Gestapo, envoyé en camp de concentration. Il a été torturé en même temps que Stéphane Hessel, qui était son chef de réseau. Stéphane Hessel, vous voyez qui c'est. Chez nous, lui qui est devenu, quand il est revenu des camps de concentration, mon père pesait 37 kilos pour 1,84 m. Il a mis 2 ans à se refaire une santé. Il est devenu professeur d'histoire de l'art aux Beaux-Arts à Nancy et puis antiquaire décorateur. Quand j'étais petit, je passais des après-midi dans ces ateliers à jouer avec les bouts de bois, les trucs cassés et à chercher la beauté dans les choses qu'il y avait dans les caisses de bois qui étaient destinées à l'incinération. Et c'est bizarre que quand je suis arrivé à New York, en fait, dans l'envie de me reconstruire moi-même, juste après 2001, en fait, c'était en 2002-2003, cette notion du soit devenue quelque chose qui m'a donné la sensation qu'on ne voyait pas les choses de la même manière selon qu'on les faisait ou qu'on les refaisait. Donc dans cette œuvre Manhattan Project, qui est réalisée ici avec il y aura 100 pièces, c'est comme redonner une dimension à quelque chose qui était à l'intérieur de moi, en fait, comme un désir vraiment profond. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire les Beaux-Arts? Les Beaux-Arts, j'ai toujours mené en parallèle. J'ai commencé le piano quand j'avais 7 ans, avec ma grand-mère qui était prof de piano. Les Beaux-Arts, je les ai faits parce que j'ai toujours dessiné, j'ai commencé les études artistiques dès le lycée, seconde, première, terminale. En terminale, je suis parti faire la route. Et je suis entré aux Beaux-Arts parce que je voulais devenir metteur en scène de cinéma. Et comme on m'avait dit qu'aux Beaux-Arts, il n'y avait pas besoin du bac, et que je venais de faire la route pendant 8 mois, je suis rentré aux Beaux-Arts dans l'espoir d'y rentrer comme ça. Et là, à ce moment-là, quand j'ai passé mon concours, on m'a dit « Ah ouais, mais ce serait quand même mieux si vous aviez le bac. » Ah putain, ouais, mais il fallait me le dire avant, si je puis dire. Et donc, je me suis colté de passer mon bac en candidat libre.
tout seul, et je l'ai eu d'ailleurs, je suis passé à un point de la mention. Mais je suis donc entré aux Beaux-Arts pour devenir metteur en scène de cinéma, parce que les choses qui sortent de mes mains, selon que j'écris, selon que je fais de la musique ou selon que je fais des arts visuels, les choses sont différentes. C'est comme si c'était l'expression d'une autre partie de moi-même. Et par exemple, sur le dernier disque, j'ai fait une chanson sur l'anorexie. Il ne me viendrait pas l'idée de faire un tableau sur le même sujet. Il y a des choses, il faut trouver le moyen en fonction de ce qu'on a à dire. Ou plutôt, ce qu'on a à dire sort coûte que coûte, quel que soit le moyen qu'on choisit. Je crois qu'en France, il y a souvent une confusion qui est faite entre l'inspiration et le savoir-faire. Les gens confondent souvent le fond et la forme. Alors c'est amusant parce que la prochaine question est vous vous définissez comme un artiste multiste. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Exactement. La thèse de mon diplôme de fin d'études était sur la polymorphie de l'esprit. Quand j'avais 12 ans, en allant visiter une exposition dadaïste avec mon père, j'ai eu vraiment la sensation que c'était ce que je voulais faire. C'était en voyant cette expo que je me suis dit je serais artiste. Et les dadaïstes, c'était avant tout un état d'esprit, un comportement, plus qu'une œuvre en tant que telle, ou plutôt l'œuvre découlait du comportement. Et quand j'ai découvert à 15 ans Andy Warhol et la Factory d'Andy Warhol, où se mêlaient à la fois des musiciens comme le Velvet Underground, aussi bien que des cinéastes comme Paul Morisset que j'ai rencontré à New York, aussi bien que des gens du visuel, mais des gens de théâtre aussi, etc. Je me suis dit, aujourd'hui, dans notre époque, il y a une différence entre être un artiste et savoir et maîtriser un savoir-faire. Alors, je ne dis pas qu'il ne faille pas avoir de maîtrise de la technique, mais je dis que c'est deux choses différentes. Je dis que l'inspiration, il peut y avoir des œuvres extrêmement illuminées qui sont faciles à faire, qui ne nécessitent pas de technique. Et à l'inverse, il y a des œuvres extrêmement complexes qui sont relativement peu suggestives. Une œuvre d'art, c'est la queue de la comète, c'est la queue de la météorite. On ne voit pas la météorite, on voit la trace qu'elle laisse derrière. Et une œuvre d'art, c'est la trace que ça va laisser dans l'esprit. Et pour moi, selon que je fais de la musique, j'essaye de suggérer des choses. Si j'écris, j'essaye de suggérer des choses, etc. Je travaille plus au rebond, en ricochet, que réellement à l'admiration de la chose elle-même. La question suivante, je vais vous demander comment vous utilisez le web. Le web, je suis dessus depuis, et je fais partie des pionniers, parce que justement, ayant à la fois des choses liées à l'écrit, des choses liées à la musique et au visuel, le web c'était idéal comme moyen de communication. Et c'est un accélérateur absolument génial, c'est-à-dire que c'est un diffuseur. C'est un moyen de communication, c'est un nouveau moyen de communication, maintenant plus si nouveau que ça. Mais l'usage du web, c'est pour entretenir une espèce de communication superficielle, mais très rapide, un peu comme de l'huile sur de l'eau. Ça se répand très vite, ça n'a pas d'emprise, mais ça se répand. Et le web, pour moi, c'est un très bon moyen, c'est pas une fin en soi, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que les artistes que je connais qui sont des champions du web, c'est des champions éphémères, quoi. C'est pas une finalité. Par exemple, la musique qui se transmet le plus par le web, c'est la musique
le rock des années 70 et 80. C'est quand même paradoxal. Mais en termes de nombre, les plus grosses diffusions sont celles-là. Ça veut dire, et ça, c'était une musique qui existait pour ce qu'elle était. La musique d'aujourd'hui, on apprend vite le nom d'un mec, mais c'est comme l'eau sur de la toile. Pour qu'elle imprègne les fibres, il faut qu'elle ait son temps. Malheureusement, ça va tellement vite avec Internet, souvent que les choses sont connues avant même d'avoir eu des racines. Donc, le danger, encore une fois, d'Internet, à la fois son excitation, c'est la vitesse, c'est-à-dire la possibilité d'irradier à toute vitesse. Le danger, c'est que souvent, il n'y a pas le fondement et la profondeur. Donc, moi, j'utilise Internet quand j'ai des choses à faire savoir, mais en général, il faut que les choses aient déjà été faites. Je l'utilise très peu en amont. Voilà. Est-ce que vous pensez reproduire le moment de poésie, enfin à mon sens, hein, que vous avez produit dans un parc de Brooklyn? J'ai trouvé ça très très joli. Ah oui, oui. Vous êtes mis au piano, oui. Et les gens finalement passent, se baladent, et puis vous devenez le pianiste du parc, c'est éphémère. Et... Ouais, c'est génial. Ouais. Est-ce que vous pensez le reproduire à Montbéliard ou à Beaucourt? C'est l'occasion qui fait le larron, hein, vous savez. C'était un projet de la ville de New York que j'avais trouvé absolument géant. Il y avait quelque chose comme 50 ou 80 pianos qui avaient été disséminés dans la ville et qui étaient destinés aux gens qui pouvaient venir et jouer du piano. Mais t'imagines un peu ce que c'est. J'ai trouvé ça merveilleux comme initiative. Genre, d'abord, ça veut dire faire confiance aux gens. Ça veut dire que les gens ne vont pas jeter des cailloux dedans ou balancer des pierres comme ce que font les idiots qui pètent les vitres de cet endroit pour rien, juste pour s'amuser. Ça veut dire à la fois une conscience civique, et puis alors, moi j'ai entendu après un gamin de 13 ans qui jouait super bien, un chinois, qui s'est mis après moi sur le truc. Oh, c'était super, quoi. Et des initiatives comme ça, je trouve ça très bien. Mais encore une fois, j'insiste, Laurent, qui, en me proposant de m'assister pour la réalisation de ce truc-là, a rendu la chose disponible. Donc, c'est toujours une question de circonstances. Je réponds souvent à mes mails, c'est la conclusion. Dans l'absolu, rien n'est impossible, tout est question de timing. C'est-à-dire que... Voilà. Merci. Volontiers, merci à vous de poser ces questions.